Bonjour chers internautes. Aujourd'hui, nous recevons un nouvel invité dans le cadre de notre podcast Savoir du métier. Je suis Bakayoko Adama, associé gérant chez BHM Consulting, un cabinet d'expertise en ingénierie, en sécurité et en développement durable. Aujourd'hui, nous recevons Monsieur Guillaume Musi, qui est un expert, un spécialiste en QHSE, dans une grosse entreprise de la place. Et aujourd'hui, il a accepté, il nous a fait l'honneur de nous entretenir sur le domaine de la qualité, essentiellement sur le thème contrôle qualité et coût de non-qualité. Donc, je vous prie d'être beaucoup attentifs pour ce qui va être dit, parce que c'est vraiment une masterclass. Sur ce, on va lui demander de se présenter succinctement et nous dire en quoi est-ce que il est important, notamment de faire la qualité en entreprise, et aussi nous parler brièvement de son expérience, d'accord, pour que aussi nous on puisse faire éventuellement comme lui. Sur ce, Monsieur Guillaume Musi, bonjour. Bonjour, Monsieur Adama Bakayoko. C'est un plaisir pour moi de vous revoir. De vous revoir, voilà. Bien sûr, sous notre casquette. Oh là là. Voilà. Okay. Il faut dire que le plaisir de partager, parce que ça faisait quand même longtemps qu'on ne s'était pas vu. C'est ça. Et quand même, voilà, je suis ravi également de te revoir. C'est ça. Voilà. Merci beaucoup de m'accueillir. Alors, c'est simplement pour résumer ma carrière. Alors, j'ai occupé les fonctions de responsable HSE, essentiellement dans le BTP. Voilà. Et au début de ma carrière, après, j'ai rajouté la casquette de qualiticien. Voilà. Donc, ce qui m'a permis souvent sur des projets de non seulement implémenter le système de management qualité, oui, mais également de coacher et d'avoir sous moi des superviseurs, des relais qui m'ont aidé à vraiment garantir l'intégrité physique de nos différents employés. Alors, je suis passé de projets routiers à des terminaux. D'accord. Voilà. Okay. Donc, et après, j'ai fait un barrage. Donc, j'ai une large vision de tout ce qui est risque au niveau du BTP, essentiellement travaux routiers, mais également au niveau des terminaux et d'autres concessions. Voilà. Ah, mais ça, c'est assez intéressant de voir que vous avez touché à pas mal de domaines, les industries, le domaine portuaire, en guillemets, d'accord, et aussi le domaine de route. Donc ça, ça veut dire que nous, on va beaucoup apprendre aujourd'hui, alors. On espère. D'accord. Et du coup, qu'en est-il en fait du contrôle qualité et aussi des coûts de non-qualité en tant que tel? Ok, alors on va faire simple, comme j'ai l'habitude de le faire. Ok, très bien. Alors déjà, on va commencer par des définitions simples. Ok. Ok. Alors l'assurance qualité. Oui. Voilà, parce qu'il y a deux domaines, oui. Il y a deux thématiques qui se joignent. D'accord. Le QA et le QC. D'accord, mais c'est pratiquement la même chose. Ou bien il y a une différence? Il y a une différence. Oui. Parce que au niveau de l'assurance qualité, oui. Elle implique tout ce qui est approche, donc qui ont pour but d'empêcher, si vous voulez, la fabrication de produits non conformes. D'accord, voilà. Ça c'est au niveau de l'assurance qualité. L'assurance qualité. Très bien. Donc, elle met en place, elle est focus sur tout ce qui est mise à disposition, validation des normes, processus, procédures, et la façon de procéder pour arriver à la qualité attendue du produit. Très bien, très bien, très bien. Et quant au contrôle qualité alors? Voilà, le contrôle qualité, quant à lui, il implique tout ce qui est approche, comme son nom l'indique. Oui. Ok. Il est plus réactif. Okay. Il est destiné à identifier, par exemple, tout ce qui est potentiel non-conformité. Donc, par le biais d'inspection. D'accord. Voilà, qu'on mène et de mécanismes de test. Donc, vous verrez, par exemple, que sur des ouvrages qu'on réalise, on va venir faire des essais au scléromètre. Très bien. Voilà. C'est dans ce sens. Donc, en gros, votre rôle également, d'une certaine manière, consiste non seulement à manager le système, mais aussi à assurer le contrôle qualité et l'assurance également qualité au sein de votre entreprise. Pour résumer en pratique, l'assurance qualité se rapproche
au développement des règles, processus destinés à garantir la qualité de l'ouvrage ou d'un produit. Très bien. Voilà. Et le contrôle qualité, oui. quant à lui, il est l'examen, si vous voulez, okay. voilà, de ce dernier, donc de l'assurance qualité, en fonction des mêmes règles, mais qui font tous les deux partie du même système SMQ, système management qualité. Bon ben, c'est magique. J'espère que aujourd'hui c'est vraiment une masterclass plus ou moins technique, notamment liée à la qualité, et essentiellement le contrôle qualité et l'assurance qualité. Donc notre invité a eu à très bien éclaircir donc ces deux volets-là, mais qui se rejoignent essentiellement pour dans le cadre d'un système de management de la qualité dans une entreprise. Alors toutefois, ce que je tenais à préciser, c'est que ces deux processus, donc qu'il y ait un mauvais processus qualité, donc l'assurance qualité, ou s'il y a un mauvais contrôle qualité, les deux peuvent avoir un impact très significatif, en termes de coût. En termes de coût, voilà, sur l'ouvrage. Très bien. Je tenais quand même à préciser ça. D'accord. Voilà. Dans tous les cas, c'est pour ça que on va voir, rien que après avoir parlé plus ou moins donc de ces deux technologies plus ou moins dans le détail, on va voir les coûts relatifs à ces éléments, n'est-ce pas? Bien sûr. Allons-y alors. Alors, un SMQ, de façon générale, lorsqu'il est bien appliqué, bien mis en œuvre, est conçu généralement pour rassurer, sinon garantir, entre autres, les parties prenantes. Donc, que ce soit interne ou les clients. Voilà, les partenaires de la chaîne d'approvisionnement dans certains domaines d'activité. Voilà, les organismes, voilà, de réglementation et de normes. Donc, que l'entreprise, en réalité, répond, constamment à certaines exigences de qualité et sont conformes, donc est conforme aux normes rigoureuses d'un marché public ou d'un marché privé. D'accord. Voilà. Donc, après la mise en place du système management qualité, sûrement, je vais vous emmener donc à revoir ensemble. Donc, la chaîne de contrôle. Très bien. Voilà. Comment est-ce que ça s'effectue depuis l'exécution des travaux dans la pratique, puisque c'est le BTP. Oui, c'est ça, c'est ça. Voilà. On va passer tout ça en revue. D'accord, très bien. Mais rassurez-moi quand même. Oui. Rassurez-moi. Est-ce que ça veut dire que je peux ou je peux ne pas, d'accord, faire l'assurance qualité ou le contrôle qualité si je suis pas comment dire, certifié, si je n'ai pas un système de management qualité, ou bien c'est deux aspects différents? Non, c'est deux aspects différents. La certification. On peut ne pas être certifié, mais et mettre le mécanisme en place. Voilà. D'accord. Donc, dans des projets, par exemple, vous pouvez avoir il faut instaurer, par exemple, un responsable assurance qualité. Par exemple. Voilà. D'accord. Mais pourtant, vous n'êtes pas certifié. Vous pouvez ne pas être certifié. Voilà. Très bien. OK. D'accord. OK. Donc, c'était juste pour faire, cet éclaircissement, parce que c'est très important. En fait, on peut, bel et bien appliquer, donc, l'assurance qualité et le contrôle qualité, sans pour autant être certifié. Parce qu'il y a des marchés, il y a des projets qui le demandent. Ça ne veut pas des obligations. Le plus souvent. C'est ça. Alors, au niveau après avoir mis en place tout ce qui est procédure, process, opérationnel, politique, qualité, ainsi de suite. Alors, nous allons voir les différents niveaux de contrôle qui peuvent exister sur un projet de BTP, par exemple. Voilà. Alors, le premier niveau, c'est le contrôle interne. D'accord, très bien. Voilà. Alors, le contrôle interne, il est fait par les personnes exécutrices de la tâche. Donc, les premiers rangs de la chaîne de production. Conducteur travaux, directeur travaux, chef chantier. C'est-à-dire, le gars, celui qui exécute a déjà une base, c'est-à-dire son cahier des charges, le CCTP, avec tout ce qui est plan de contrôle à l'intérieur. Donc, c'est lui, en premier lieu, qui est chargé de vérifier ses propres travaux. Ses propres travaux. Donc, en fait, c'est l'autocontrôle. C'est l'autocontrôle. Voilà, si vous voulez. Voilà. Après ce niveau, on va passer à un autre niveau, qui est le deuxième niveau de contrôle, qui est réalisé par des personnes qui sont carrément indépendantes de la chaîne de production. D'accord. Donc, qui ne sont pas forcément inclus, mais qui peuvent être dans l'entreprise. D'accord, très bien. Voilà. Très bien. C'est là que le rôle de l'IAQ intervient.
l'ingénieur assurance qualité. Ok, très bien, Voilà. très bien. Il est de l'entreprise, Oui, mais il fait pas partie intégrale de la chaîne de production. voilà, donc Voilà. de l'opération Donc, en fait. de l'opérationnel. Ok. Donc, après l'opérationnel, Oui. le conducteur de travaux, le directeur de travaux va finir d'exécuter son ouvrage. C'est ça. OK? Donc, il va faire appel à l'ingénieur assurance qualité Oui, qui va venir non seulement avoir la double casquette de IAQ oui, et de contrôleur qualité. Donc, très bien. l'IAQ, lui, il va vérifier le process. Est-ce que, par exemple, tu as respecté le plan de contrôle Par qui exemple. est dans ta procédure que Très tu as bien. rédigée? Ok, Ça, c'est un premier temps. oui, Deuxième temps, il va s'accaparer le plan de contrôle oui, qui retrace les grandes lignes de ton activité. oui, très bien. Et en face de chaque grande ligne, il y a des exigences. Des exigences. Voilà, qui sont incluses dans ton marché que tu as reçu dès le départ. Très bien. Voilà. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Oui, Il verra, par exemple, les tolérances oui, qui sont alignées avec ton ouvrage. très bien, Il verra les défauts très de bien. ton ouvrage en fonction du cahier des charges et de ton plan de contrôle que tu as élaboré. D'accord. Voilà. Et à la suite de ça, il te fera une fiche, voilà, où il retracera, en gros, les différents écarts qu'il aura constatés, qu'il faudra corriger avant de passer au troisième niveau de contrôle qui est carrément extérieur, qu'on a l'habitude d'appeler la mission de contrôle. D'accord, ok. Je vais récapituler cette petite partie. Ok. Donc là, le premier contrôle va consister à faire un contrôle interne, donc il va se faire à l'échelle donc des opérationnels. Donc ceux qui exécutent le travail, ils vont s'auto-contrôler. Oui. D'accord? Donc par soit le chef chantier, le conducteur de travaux, le directeur de travaux, donc ensemble ils vont essayer de faire un contrôle pour s'assurer. D'accord? Maintenant, il peut arriver, il y a aussi un autre contrôle qui va se faire cette fois-ci par toujours en interne. En interne, mais des personnes indépendantes de la production, de la chaîne de production. Donc, en fait, par des services indépendants du service production. D'accord? Voilà. Peut-être des ingénieurs assurance qualité, vous avez dit, donc IAQ. Bien sûr. Et certainement là-bas aussi. Oui, le laboratoire. Et le laboratoire aussi, bien sûr. Pour contrôler la topographie. La topographie, par exemple. Voilà. Donc, pour contrôler les spécifications techniques du marché. Si effectivement, qui sont en accord avec ton ouvrage réalisé. Avec l'ouvrage réalisé. D'accord. On va s'assurer si effectivement les exemples sont respectés, mais les tolérances, nous sommes dans les marges de tolérance et tout ça. C'est ça. D'accord. D'accord. Donc une fois que tout ceci est clair, alors on peut appeler. Voilà. Maintenant, je veux dire la mission de contrôle. La mission de contrôle, qui est carrément le contrôle extérieur. Le contrôle extérieur. Voilà. Pour un contrôle. Un contrôle. La réception. Contrôle. La réception, si vous voulez. D'une certaine manière. Voilà, d'une certaine manière. Alors le contrôle extérieur, lui, il intervient carrément à la fin de la vérification de l'ingénieur assurance qualité. D'accord. Contrôleur qualité. Ok, d'accord. Voilà. Donc, ça peut être, dans nos entités, ça peut être le BNED, ça peut être une mission privée, ainsi de suite. Très bien. Mais qui a également les spécifications du marché. Très bien. Donc, très bien. elle arrive. Oui. Elle se base sur les mêmes plans de contrôle que vous leur avez fournis dans votre procédure. Très bien. Très bien. Et sur les cahiers des charges, et elles vont valider ou valider avec réserve votre ouvrage. Bon, est-ce que il arrive également que si ils veulent vous casser le couille entre guillemets, ils peuvent envoyer eux-mêmes leurs spécialistes, oui, notamment le laboratoire, le tomographe et éventuellement leur représentant de qualité, tout ça pour faire un contrôle contradictoire avant de se pencher sur vos résultats ou bien sûr, c'est tout permis. C'est dans leur scope de pouvoir. Bien. Voilà, ce qui est idéal qui se fait sur les projets généralement, c'est d'intervenir ensemble. Donc que les deux entités aient leurs différents laboratoires géotechniques, leurs différentes équipes topographiques. Très bien. Oui. Et lorsqu'il y a des essais où il y a des mesures qui doivent être prises, les deux entités sont convoquées, donc réalisent ensemble avec généralement le même échantillon prélevé, les mêmes essais, et chacun s'en va faire ses analyses. D'accord. Et à la fin, on compare les résultats, de sorte que l'une des parties ne biaise pas, ou bien ne contradise pas, ou bien ne trafique pas en griffe, voilà des résultats que nous deux, on a pris sur un même échantillon. Très bien. C'est ce qui est idéal. Voilà. Mais dans d'autres cas, quand souvent la maîtrise d'œuvre n'est pas suffisamment staffée, voilà, l'entreprise fait l'effort d'avoir un contrôle interne très rigoureux. Voilà. Mais quand ça tourne généralement au vinaigre, comme on le dit, l'entreprise peut pas saboter des travaux, mais peut se surpasser dans certaines mesures. Et puis voilà, on a des défauts, voilà, qu'on constate sur les ouvrages.
D'accord. Donc, normalement, ces défauts-là sont, c'est vrai, de façon directe imputées à l'entreprise, Oui. mais indirectement aux missions de contrôle. À la mission de d'une contrôle certaine qui est manière, chargée, fait son- quand même, qui est l'autorité qui est Ouais, même dédiée, sinon déléguée Voilà. du client, C'est ça. qui doit pouvoir s'assurer Voilà, que c'est tout ça. a été fait dans les normes. Bon, ben, écoute, ça c'est très clair. Donc, par contre, je veux savoir, la mission de contrôle qui, elle, certainement va faire je veux dire, ses analyses, puisque le plus souvent, il y a labo de l'entreprise, il y a laboratoire de la mission de contrôle. Et si, par exemple, sur le même échantillon, vous avez des résultats contradictoires, D'accord. dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a deux choix qui s'offrent à nous. D'accord. Soit on fait une reprise des essais, Par exemple. carrément, Ok. voilà, pour confirmer. Ok. Soit dans la même veine, on convoque un labo ou une entreprise carrément externe de l'entreprise D'accord, et de la mission de d'accord, contrôle pour d'accord. confirmer ou infirmer D'accord. l'un des résultats d'une des deux parties. Voilà. D'accord. Ok. Soit ça fait l'objet, comme on le dit, d'une non-conformité simplement. D'accord. Si l'une des parties s'est avérée avoir des résultats justes. D'accord. Voilà. Ok. Donc, ça fait l'objet d'une non-conformité qui sera traitée Ok. peut-être avec des méthodes, une autre méthode proposée que celle proposée dans la procédure, par exemple. Ouais. Voilà. Par contre, ça, j'ai pas bien compris. Alors, je reprends. Non, non. Parce que, non, en fait, c'est la notion de non-conformité, en fait, que j'ai pas compris. Ok. Alors, la non-conformité, Oui. elle intervient généralement lorsque on a produit un ouvrage Oui. et que cet ouvrage-là, dans ses spécifications, mais dans sa réalisation, Oui. n'est pas conforme au thème de notre cahier des charges. Oui, ça, d'accord. Voilà. En fait, la non-satisfaction à l'exigence qui est dans le cahier des charges. Qui est dans le Ça, cahier des j'ai compris. charges. Oui. Ok. Maintenant, Si par rapport à ma question, oui. parce que je dis, on prend par exemple des échantillons identiques. D'une part, il y a la mission de contrôle qui fait ses essais. Oui. L'entreprise fait ses essais et les deux essais, ils avaient dit que sont différents. Dans ces cas-là, oui. donc soit ils tombent d'accord pour l'entreprise, ou soit pour la mission de contrôle, oui. ou soit aussi, par exemple, les deux parties ne sont pas d'accord, on fait appel à un cabinet, ou du moins à un structure extérieur pour venir confirmer ou infirmer. Voilà, mais en fait, c'est la partie où il y a une non-conformité qui rentre en ligne de compte. Oui, je vous explique. Okay. Alors, de façon simple. Oui. Généralement, lorsqu'on fait un prélèvement sur un même échantillon, oui. 95% des cas, oui, les résultats sont pareils. Sont les mêmes. C'est lorsque il y a l'entreprise qui passe avant la mission de contrôle, qui vient après pour venir réaliser les essais, les mêmes contrôles sur l'ouvrage, que généralement on a ces cas-là, et généralement on adresse, la mission de contrôle adresse une non-conformité peut-être à l'entreprise. Voici comment le process est clair. Sinon, si c'est sur le même échantillon, généralement les résultats sont conformes. S'il y a des divergences, c'est les appareils qu'on va devoir revoir. D'accord. Et je comprends encore cette partie-là. Parce qu'en fait, supposons que la mission de contrôle arrive. Parce que le plus souvent, quand nous on fait les essais, enfin, quand nous, il n'y a pas de l'entreprise, l'entreprise fait des essais et envoie normalement les résultats des essais à l'autre côté. Alors, je vais clarifier ça rapidement. Voilà. Les essais que moi, l'entreprise, en interne, je réalise, je connais les spécifications du marché. C'est ça. Voilà. Je sais, par exemple, que sur des dénivelés topographiques, la marge, c'est plus ou moins 2. Par exemple. Alors, je vais m'arranger à inscrire des résultats, même si je sais qu'ils sont faux, à inscrire des résultats qui collent avec le marché. Si la mission de contrôle n'est pas vigilante, elle va me valider. Très bien. Ma fiche, donc mon ouvrage, ma réception, et on va continuer. Plus tard, on va constater que, en réalité, à cette partie-là, il y avait un défaut. Mais si la mission de contrôle ouvre les yeux, elle viendra faire ses propres essais, et en ce moment-là, elle va infirmer les résultats de l'entreprise. Et en ce moment-là, elle dira non, vous avez réalisé les travaux, mais ces travaux ne sont pas conformes. D'accord. Ils ouvrent une fiche de non-conformité qu'ils adressent à l'entreprise, qui est chargé d'apporter des corrections avec une méthodologie que la mission de contrôle devra valider. Très bien, d'accord, d'accord. Donc, en fait, il n'y a même pas à faire de non, écoute, essayez de reprendre votre essai là parce qu'on n'est pas tout à fait d'accord. Non, les reprises se font en interne. D'accord. Si l'entreprise est vraiment rigoureuse, lorsque le labo fait un essai, et c'est ce que j'ai pour l'habitude d'appliquer, je disais aux gens souvent sur
plusieurs de mes chantiers, vous m'envoyez pas de non-conformité. Voilà. Vous exécutez un travail, vous êtes la première ligne de contrôle. C'est ça. Les topos et les labos sont en permanence avec vous. Donc, vous devez vous assurer. Vous devez vous assurer que l'ouvrage est conforme. Si vous avez réalisé une couche qu'elle n'est pas conforme, le topo va vous interpeller pour dire à ce niveau-là, c'est pas bon, il faut couper, il faut descendre. Très bien. Vous le faites en même temps. Vous n'ouvrez pas une fiche de non-conformité. C'est clair, on est d'accord. Voilà, pour gagner dans le délai. Tout à fait. Bon, ben, ok, très bien. Allez-y. Alors, je voulais revenir sur l'un des points qui est, ma foi, est la clé. Oui. Du contrôle qualité. Ok. C'est en dehors du marché, bien sûr. Ok. C'est le plan de contrôle. Très bien. Alors, la bonne lecture de ton cahier de charges te permet d'élaborer un très bon plan de contrôle. Très bien. Alors, si tu lis mal ton marché, tu verras pas les points sur lesquels tu as des obligations. Ouais. OK? Qui sont les points critiques. OK. Qu'on appelle des points critiques du plan de contrôle. Très bien. Tu verras pas des points sur lesquels, qui sont des points aléatoires sur lesquels, bon, t'es pas obligé d'avoir des résultats. Qui sont conformes. Ouais. Voilà. Ou bien, tu n'auras pas une visibilité sur tes points d'arrêt. Les points d'arrêt, si tu veux, c'est des points critiques. OK. Qui sont soumis à validation avant de passer à une autre étape de ta construction. Très bien. Donc, attention au copier-coller. Au copier-coller. Voilà, attention au copier-coller. C'est très dangereux. D'accord, ok. Donc, il faut, en fait, faire une très bonne lecture, donc, du marché. Ensuite, établir un très bon plan de contrôle. Est-ce que brièvement, vous pouvez nous expliquer en quoi consiste, ou bien, quand on dit plan de contrôle, c'est quoi? C'est un outil de planification, ou bien c'est quoi le plan de contrôle? Alors, dans le plan de contrôle, de façon succincte, il retrace tes grandes lignes d'activité. D'activité, très bien. Voilà. Et en face de ces grandes lignes d'activité, tu as les exigences du marché. Très bien. En face de ces exigences du marché, tu as les tolérances. Voilà. Que le marché te permet d'avoir. Et après ça, il y a, si tu veux, tes différentes obligations que tu as en fonction des différentes parties. Très bien. De ton ouvrage que tu réalises. C'est ce que tu dois faire pour éventuellement respecter tes exigences. Donc, il y a des points critiques que tu auras à avoir. Il y a des points d'arrêt. Par exemple. Par exemple. Il y a des points, si vous voulez, aléatoires, sur lesquels tu n'es pas obligé de faire une vérification corsée. Si vous voulez. Voilà. Mais le point critique, tu es obligé d'avoir les résultats escomptés. Avant de continuer. Très bien. Voilà. Bon, ben, ok. Donc, c'est ça. Voici ainsi, succinctement décrit un plan de contrôle. Voilà. Le plan de contrôle, il est idéal qu'il soit incorporé à la procédure d'exécution. Très bien. Faciliter les choses. Voilà. Très bien. Allez-y. De même que l'analyse des risques. Oui, d'accord. Santé, sécurité et environnementale. D'accord. Il faut que tout cela figure dans la procédure. Ça veut pas dire le système de management aussi, qualité. Donc, il y a le déroulé de comment est-ce qu'on rédige la procédure et tous les intrants qui rentrent en ligne de compte qui font que ta procédure, elle est juste, elle est bien. D'accord. Ok. Donc, en fait, dans l'organisation de la qualité, justement, du contrôle ou de l'assurance qualité, il y a d'abord, je dis, un plan assurance qualité en général qui est élaboré avec des procédures. En plus, donc, des procédures d'exécution de l'ensemble, donc, des activités. Bien sûr. D'accord. Et à chaque procédure, évidemment, on a des plans de contrôle qui sont associés. Des analyses de risques. Analyses de risques, santé, sécurité au travail. Parce que tout ça aussi, ça peut perturber. Bien sûr. Le bon déroulement de l'activité. C'est ça. Et du coup, impacter sur le délai, ainsi de suite. Donc, tout ça, c'est toute cette phase-là est achevée de paperasse, comme on peut le dire. Très bien. Voilà. Alors, généralement, il y a un slogan qui dit, la qualité, c'est, tu fais ce que tu as écrit. C'est ça. Et donc, tu écris ce que tu as fait. Tu vas faire et tu fais ce que tu as écrit. C'est ça. Voilà. C'est les deux qui se complémentent. Donc, si tu écris ce que tu vas faire, c'est l'assurance qualité. C'est ça. Si tu fais ce que tu as écrit, c'est le contrôle. D'accord. D'accord. Très bien. Très bien. Non, là, c'est très bien compris, là. Voilà. OK. D'accord. Et donc là, ça nous ouvre la brèche. Ça, c'est l'essentiel, en fait, de ce qu'on doit connaître sur le contrôle qualité d'assurance. L'assurance qualité. De façon générale. En quoi consiste maintenant, les coûts? Des coûts. Alors, lorsque les travaux sont réalisés, ne sont pas bien réalisés, sinon, qui sont pas bien exécutés selon les normes de ton marché. Par exemple, alors, tu vas te voir attribuer des non-conformités, par exemple. Voilà. Mais une non-conformité ne veut pas dire que, en gros, tu as mal fait ton travail. Voilà. C'est juste, dans le nouveau jargon, c'est pour t'amener à t'améliorer.
Voilà. Je peux t'ouvrir une non-conformité, mais qui va pas avoir un impact en tant que mission de contrôle. Mission de contrôle. Ok, d'accord. Voilà. Ou bien en interne, on peut ouvrir une non-conformité. D'accord. Okay. Voilà. Mais qui peut ne pas avoir un impact financier. D'accord, très bien. Voilà. Toutes les non-conformités n'ont pas forcément un impact financier. Très bien. Voilà. Mais il y a différents niveaux de non-conformité. Très bien. Voilà, il peut y avoir des non-conformités niveau 1, le niveau 2, niveau 3, niveau 4, ainsi de suite. Très bien. Mais ça dépend de votre organisation. Qu'est-ce que vous allez définir comme non-conformité niveau 1, niveau 2, ainsi de suite. Alors, pour revenir un peu à tout ce qui est coût de non-conformité, il y a plusieurs facteurs, OK, qui rentrent un peu en ligne de compte de la production de la non-qualité. Déjà, le premier facteur, c'est la mauvaise planification. Très bien. Voilà. Très bien. Donc, au départ d'une tâche, oui, il faut prendre le temps de s'asseoir avec toutes les parties concernées pour définir les différents plans, les différentes étapes de votre activité. Très bien. Mettre les mesures de risque, les mesures de prévention qui vont aller à l'encontre de ces activités-là. Très bien. Voilà, pour pouvoir baliser votre zone d'intervention. OK. Voilà. Et ensuite, pouvoir rédiger proprement une procédure. Donc, vous allez avoir le délai de l'activité dans la planification. Oui. Vous allez avoir le matériel à utiliser. Donc, les ressources matérielles humaines à utiliser. Très bien. Ça vous permet d'anticiper sur pas mal de choses. Donc, une bonne planification déjà permet de pouvoir réaliser ça. Mais si vous avez fait une mauvaise planification ou que vous n'avez pas pu vous asseoir et puis planifier correctement votre activité, ça risque de vous rattraper dans le délai. Donc, en fait, à l'issue de cette planification-là, donc il y a un document qui sort qu'on appelle le planning ressourcé. Le planning ressourcé, voilà. Okay. Alors, la qualité, il y a 4 aspects. Très bien. Il y a si vous voulez, ce qu'on appelle le délai, le respect du délai. OK, très bien. Okay. Très important. Très important. Okay. Donc, une mauvaise planification peut impacter ton délai. Oui, exactement. Voilà. Exactement, oui. Il y a le second facteur qui est les compétences de la main-d'œuvre. Donc, très bien. Le côté ressources humaines. Donc, lorsque on a une main-d'œuvre qui n'est pas compétente, qui n'est pas qualifiée pour la tâche. Voilà. Forcément, ça peut partir du cadre. Ouais. jusqu'au ouvrier. C'est clair. Voilà. Parce que là, s'il y a des lacunes, si ces personnes ont des lacunes, voilà, vous allez avoir affaire à ce qu'on appelle la reconstruction. C'est-à-dire que vous allez exécuter les ouvrages. Oui. On prend un exemple tout bête. Ouais. On doit construire un pont-rail. Okay. Voilà, comme on est dans la mouvance des métros, par exemple. Okay. Donc, vous devez construire un pont-rail au niveau de Port-Boué. Par exemple. Voilà. Vous recrutez un ingénieur méthode ou un cadre pour pouvoir exécuter les travaux. Malheureusement, son conducteur de travaux ou son chef chantier ne sait pas lire le plan. L'ouvrage qui doit être réalisé à Port-Boué est réalisé à Djamé. Ah ouais, ça c'est délicat. Il faut démolir, il faut faire ceci. Donc, vous allez démolir l'ouvrage. Voilà. Vous allez démolir. Donc, il y a la reconstruction. Le temps que vous avez pris pour construire. Il y a le délai. Il y a le délai que vous avez. Il y a le matériel que vous avez démobilisé. Vous allez détruire l'ouvrage. Il y a aussi le manque à gagner, vu que dans tous les cas, vous avez démolir, vous devez encore reconstruire. Ça fait beaucoup. Voilà, ça fait beaucoup. Ouais. Donc, là, il y a vraiment un impact significatif en termes d'impact financier. C'est ça. Voilà. Donc, il y a l'incompétence de la main-d'œuvre. Ça, faut faire vraiment attention. C'est l'un des facteurs clés qui peut ouvrir une porte à une non-qualité. Très bien. Voilà. Le troisième, c'est le gaspillage de tout genre. Qui sont souvent minimisés sur nos chantiers de BTP, mais qui ont cumulé, ont vraiment un réel impact. Je prends un exemple d'achat d'équipements non approprié à la tâche. D'accord. Ça peut avoir un impact. Ou vous faites de la surproduction, par exemple. Par exemple. Voilà, on vous demande de produire 15 tonnes d'enrobé, vous en produisez 25. 25 tonnes. Voilà, et puis après, c'est pour jeter les trucs sur le côté. C'est pour jeter. Or, c'est payé. C'est payé, ouais. Voilà. Donc, la maîtrise d'œuvre va vous payer les 15 tonnes, mais le reliquat ne va pas vous les donner. C'est clair, puisque dans tous les cas, on va par quantité. Par quantité. On sait que ça, il y a bande de telle épaisseur, telle largeur. Voilà, tout est calculé. Voilà. Donc, le reliquat des 5 autres kilos, ça reste à la charge de l'entreprise. Donc, vous aurez mobilisé les personnes, peut-être qui vont travailler de jour et de nuit, que vous allez payer, mais que vous n'allez pas avoir le retour au niveau des décomptes. C'est vraiment malheureux. On a aussi si vous voulez, des mouvements inutiles ou des transports inutiles qui se font souvent sur les chantiers. D'accord. Notamment le transfert des engins. Le transfert des engins, qui coûte énormément, voilà, dans la consommation des carburants. Ou même des erreurs qu'on peut commettre. Voilà, carrément. En termes techniques. Des temps d'attente.
D'accord, oui, le temps d'attente, oui, Voilà. parce qu'on n'a pas suffisamment planifié à l'origine. l'activité. Ok. Voilà. Le quatrième point et dernier point, donc c'est la mauvaise communication Ouais. au niveau des différentes parties qui interviennent sur le projet. Pour faire simple, alors on sait que les travaux de construction de route, c'est une chaîne. Par exemple. Donc il y a le terrassement. Ouais, ouais. Après le terrassement, il y a le recyclage qui vient avec l'émulsion ou à blanc avec le ciment. Ok, la stabilisation au ciment. La stabilisation au ciment. Ensuite, après, il y a la GNT. Après, il y a les enrobés. Ouais, alors, imaginez-vous que la première chaîne est très lente. Ouais, est très lente. Donc, l'autre est obligé d'attendre. Donc, on peut travailler la chaîne. Ah ouais, voilà. C'est ça. Donc, les 4 points essentiels qui sont les facteurs de la non-qualité, c'est ça. Il y a la mauvaise planification, donc l'organisation générale du chantier. D'accord, très bien. Ok. Il y a l'incompétence de la main-d'œuvre. Très bien. Ok. Ok. Les gaspillages de tout genre. Ok. Et au niveau de tout ce qui est communication. Ok, mauvaise communication. Voilà. Ok. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, au niveau de la non-qualité, donc des coûts réels de la non-qualité, alors il faut savoir que les coûts peuvent être de différents ordres. Très bien. Et peuvent aller du tout ce qui est minoritaire jusqu'à tout ce qui est très majeur. Très bien. Peut même impliquer tout ce qui est procédure judiciaire. Très bien. Voilà. Très bien. Très bien. Alors, on va détailler ça. Ok. Alors, le premier coût de la non-qualité, c'est directement l'insatisfaction du client. Okay. Je commande une Ferrari, tu me livres une Toyota. C'est clair. Ça saute aux yeux. Je ne suis pas satisfait. Voilà. Et demain, je ne commande plus rien chez toi. C'est fini. Et ça, vous avez tout compris. Très bien. Ok. Donc, plus de nouveaux marchés. Si le client est insatisfait. D'accord. Voilà. Donc, plus d'emplois. Oui, c'est clair. Donc, il y a le chômage. Non, il y a le chômage et puis, pour les employés. Il y a la baisse de la compétitivité. Très bien. Ok. Ouais. C'est un coût de la non-qualité. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Donc, le client a une mauvaise perception de votre entreprise. Oui. Voilà. Ou bien des produits ou des ouvrages que vous livrez. Voilà. Donc, perte de confiance. Ouais. Voilà. Relativement. Ouais. Et, du coup, s'il y a une baisse de compétitivité, vos employés vont perdre en motivation. Donc, ils seront tentés d'aller chez le concurrent. Évidemment. Voilà. Donc, en fait, en gros, vous restez toujours dans votre problématique de main-d'œuvre qualifiée. Main-d'œuvre qualifiée. Voilà. Les bons, c'est tellement parti. Et évidemment, il y a les pertes financières. Ouais. Généralement, quand on parle de coûts de non-qualité, les gens voient directement les pertes financières. Ouais. Ça commence déjà par l'insatisfaction du client. C'est la première règle de la qualité. Quand tu produis un ouvrage, c'est pour que ton client soit satisfait. Ça, c'est la première exigence. C'est ça. Voilà. Ensuite, il y a la baisse de la compétitivité. Et il y a la perte financière. Alors, les pertes financières peuvent aller jusqu'à peut-être 20 à 30% de ton marché que tu as obtenu, par exemple. Voilà. Donc, du coup, tu n'as plus de marge, tu feras pas de bénéfices. Ok. Donc, tout ce qui est valeur ajoutée, prime que tu dois remettre aux employés, tout ça, ça va alors. Parce que tu auras puisé dans tes réserves pour pouvoir faire les reconstructions des ouvrages, ainsi de suite. Au-delà du fait que vous allez perdre vous n'allez pas respecter le délai. Le délai. Parce que non seulement vous allez reprendre la reconstruction, des ouvrages qui vont l'exécuter, vous allez les casser. Vous allez avoir des retards et ces retards-là sont payants. Ouais, évidemment. Ils sont facturés par et en même temps, il y a les frais généraux également qui s'ajoutent. C'est ça. Donc, vraiment, d'accord. Voilà. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Ça, c'est le troisième point, les pertes financières qui éclatent aux yeux généralement, que les gens voient. Très bien. L'autre point, qui est un coût de la non-qualité, c'est les litiges que vous allez devoir gérer. D'accord, ok. Il y a la non-qualité qui est prévue. Il y a les litiges qu'il faut gérer. Ils peuvent être, généralement, les litiges dans les travaux BTP, à 43 à 45%, c'est des malfaçons qui sont faites. Ok. Ou bien, le deuxième cas, c'est la mauvaise gestion des non-conformités, donc autour de 15 à 12% généralement sur l'ensemble, et autour de 20% pour les retards. D'accord. Voilà. Autour de 20%, quand on parle de 20%, c'est quoi? C'est 20% de coût global de la non-conformité ou bien du marché? Non, du marché. Ah ouais, quand même. Voilà, quand même. Ouais. Voilà. C'est quand même important. Ouais, c'est très important. Voilà. Et on a les autres pertes de tous ordres. Donc, perte de clients, il peut y avoir des litiges juridiques. Donc, il peut emmener le client à convoquer l'entreprise devant les institutions juridiques. Voilà. Pour répondre. Ou là encore, il y a les indemnités. Il y a des frais qui s'ajoutent. Voilà. Énorme. Autant réaliser un bon ouvrage. Donc, en fait, dans la qualité. La qualité est toujours moins chère. Voilà, elle coûte toujours moins cher. D'accord. Voilà. Ok. Voilà.
Donc, en gros, si je comprends, il est très important donc, d'avoir un garant, notamment de cette qualité-là. Bien sûr. D'accord, en entreprise. En entreprise. Et en tant que tel, et comme on a dû voir et on le constate généralement, et les gens, il y a des entreprises qui exécutent le projet, mais et avec une marge moins. C'est ça. Mais ça, tout ça, ça s'explique justement par ça. Par ça. Puisque vous, les 10%, 15%, 20%, d'accord, du montant de marché, ils sont en train d'être diminués à cause du fait qu'il y a et vous allez voir qu'il y a des constructions qui s'arrêtent. Il y a des constructions qui s'arrêtent, et pendant qu'ils s'arrêtent, le projet, vous êtes toujours mobilisé, les gens sont toujours mobilisés, le personnel est plus ou moins mobilisé, donc il y a les frais généraux, parce qu'il faut louer l'espace, tout ça. C'est ça. Là, les projets s'arrêtent et après la population grogne. Voilà, vous avez commencé la route, vous n'avez pas terminé. Le pont, il est inachevé. La construction de l'édifice est inachevée. Bon, voilà. Donc, parce que le gars, il n'a plus de souffle, il n'a plus de moyens financiers. Donc, la qualité, c'est important. Voilà, c'est très important. C'est très important. Et la qualité, elle se fait partout. D'accord, voilà. Évidemment. Elle se fait partout. Ok, d'accord, ok. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses pour compléter ce que je peux ajouter, oui, c'est notamment en termes de conclusion, oui, c'est d'exhorter, oui, ok, l'ensemble des entreprises exécutrices des marchés, que ce soit nationaux, internationaux, avec des bailleurs ou publics sur fonds national, okay, de les emmener à avoir cette culture, cette démarche-là, d'instaurer dans leur système, dans leur organisation, ok, le système management qualité bien ficelé avec un ingénieur assurance qualité, voilà, un ingénieur contrôle qualité, voilà, qui va, ma foi, être le garant, donc pouvoir interpeller la direction en vue d'éviter des malfaçons ou de pouvoir gérer des non-conformités qui peuvent aller jusqu'à des litiges juridiques. Oui, évidemment. Voilà. D'accord. Okay. Donc, c'est de les exhorter à implémenter ça dans leur système. Voilà, afin de pouvoir garantir quand même à minima à 95% la fiabilité des ouvrages qu'ils livrent. En fait, je pense aussi ils gagneraient à avoir, même s'ils ne sont pas forcément certifiés, mais à avoir une personne qui est garante. Ressources. Donc, une personne de ressources, en fait. Parce que le plus souvent, ce qu'on voit, c'est que lorsque les gens ont le marché, on dit parce que comme le marché a dit, il faut avoir une assurance qualité, on s'en va le répéter. D'accord? Et quand c'est comme ça, vu qu'il n'est pas familier à votre process, donc du coup, le temps que vous-même en tant qu'entreprise, le temps d'adaptation, tout ça, on a déjà gâché quelque chose. Donc, alors en gros, à la qualité, essayez de faire bien du premier coup. Voilà. Autant tenter, mettre tout en œuvre pour bien réaliser. Il peut survenir des défauts techniques. Moi, j'ai eu à faire des projets où les non-conformités sont ouvertes depuis belle lurette, elles vont continuer à être ouvertes parce que de façon technique, on n'a pas trouvé la méthodologie pour résoudre ces non-conformités-là. Voilà, ça peut arriver. Ça. Mais l'essentiel, c'est de pouvoir garantir ton ouvrage. Très bien. Voilà, parce que après, il y a ce qu'on appelle, dans les thèmes de contrat juridique, il y a ta garantie sur ton ouvrage. Oui, si. Que généralement, tu dois pouvoir récupérer à la fin. Mais si tu n'exécutes pas dans la qualité, écoute, tu vas pas pouvoir retrouver ça. Le plus souvent, c'est là même que se trouve un peu le bénéfice, en fait. Le bénéfice, c'est ça. Voilà. Et puis bon, ça reste là-bas. Parce que justement, il y a des problèmes de qualité encore sur l'ouvrage. Voilà. Bon, enfin, c'est une réalité, malheureusement. Donc, ok. Très bien. En tout cas, je te remercie pour ta disponibilité. Je te remercie pour avoir répondu favorablement à notre invitation. Donc, j'invite nos internautes également. Donc, pour ceux qui sont des entreprises actuellement, je vous exhorte à vous approprier donc d'un système donc de gestion de la qualité au sein de votre entreprise et pas forcément une certification, mais ça serait aussi l'idéal, d'accord, parce que ça vous garantit votre compétitivité sur le marché et ça vous garantit aussi de nouveaux marchés, puisque en général quand on sait que vous avez
une bonne culture qualité dans votre entreprise, le plus souvent, ça vous donne plus de chances d'avoir un certain nombre de marchés plus importants. D'accord? Mais aussi pour toutes les personnes là qui ont des doutes sur l'intérêt donc d'un ingénieur assurance qualité ou d'un responsable qualité au sein d'une entreprise, n'ayez pas de doute parce que justement il y a des postes, d'accord, il y a non seulement du potentiel, mais il y a aussi aujourd'hui toute entreprise aujourd'hui se doit avoir même, c'est-à-dire qu'en fait, en tout cas, si elle veut pérenniser ses activités, d'accord, se doit justement de trouver un IAQ, mais il est aussi important que l'IAQ en question soit formé. Bien sûr. Voilà, il faut que vous soyez formé, il faut que vous ayez la compétence nécessaire pour assurer véritablement donc cette activité-là. Et donc c'est pour ça que moi je vous invite également à notre prochaine formation sur devenir responsable qualité et assurance qualité. D'accord? Je crois le 25 août 2024. Donc, ce sera également le lieu pour vous d'approfondir donc quelques éléments de réponses dont Monsieur Nzi nous a fait plaisir donc d'apprendre, donc de connaître et surtout augmenter également votre employabilité donc dans ce milieu qui est de plus en plus compétitif. Et sur ce, je vous souhaite de passer une très bonne journée et je remercie M. Guillaume. Merci M. Adama. Ouais, merci pour m'avoir fait appel. Voilà. Et pour la conclusion. Ok. Alors, si vous livrez à l'heure. Très bien. Ok. Si vous livrez un produit à l'heure. Ok. Et que votre produit comporte des défauts. Ok. Vous n'avez pas livré à l'heure. C'est clair, on est d'accord, ok. Voilà. Si vous livrez à l'heure, que votre produit livré comporte des défauts, c'est pas l'heure. Ça, c'est clair. Parce que le temps que vous allez prendre en compte, justement, pour peut-être corriger, bon, ben, ça sera certainement après l'heure. Ouais. Oh là là. C'est magique, ça. Ok. Donc, sur ce thème-là, merci beaucoup. Voilà, merci à tous. Et puis, à la prochaine.